Nous sommes à la fin de l'été de l'an de grâce 1348. Paris, la plus grande ville d'Occident, suffoque sous une chaleur lourde et humide. Le soleil d'août frappe les toits d'ardoise et de chaume, transformant les ruelles étroites en étuves. La ville est une fourmilière humaine, une densité inimaginable où s'entassent près de 200 000 âmes à l'intérieur de l'enceinte de Philippe Auguste. Habituellement, cette densité est synonyme de vie, de commerce, de bruit et de mouvement. Mais en ces jours de fin d'été, l'atmosphère a changé. Une ombre invisible plane sur la capitale du royaume de France. Depuis plusieurs semaines, des rumeurs inquiétantes remontent du sud. On parle d'un mal étrange qui a dévasté Marseille, puis Avignon, la cité des papes. Les voyageurs, de moins en moins nombreux, racontent des histoires d'apocalypse, de villages entiers désertés, de navires dérivant sans équipage vivant. À Paris, on a longtemps cru que la distance et la protection divine épargneraient la ville. On pensait que ce fléau était une punition réservée aux lointaines contrées d'Orient ou aux ports méditerranéens. Mais la maladie ignore les frontières et les murailles. Elle est entrée dans Paris, probablement par la porte Saint-Jacques ou par les ports fluviaux de la Seine, portés par des voyageurs, des marchands, ou dissimulés dans les ballots de tissus et les cargaisons de grains. En ce mois de septembre 1348, la grande mortalité, comme on l'appelle alors, n'est plus une rumeur. Elle est une réalité quotidienne qui s'insinue dans chaque foyer. La vie de la cité, d'ordinaire si bien réglée par le son des cloches et les ordonnances royales, commence à se déliter. Pour l'habitant de Paris, qu'il soit maître artisan du quartier des Halles ou simple manouvrier vivant près des murs, le quotidien est désormais dicté par une émotion unique et obsédante. La peur. Le réveil dans le Paris de la peste est un moment d'angoisse. Dès l'aube, avant même d'ouvrir les volets de bois, on écoute. Le silence est anormal. Les cris habituels des vendeurs de rue, les criers Paris, sont moins nombreux, moins vigoureux. Ce qui domine, c'est le son des cloches. Non pas l'angélus joyeux, mais le glas. Il sonne presque en continu, d'une paroisse à l'autre, de Saint-Eustache à Saint-Germain-l'Auxerrois, créant un fond sonore lugubre qui ne laisse aucun répit à l'esprit. À l'intérieur des maisons, la première tâche de la journée est la purification. Selon la science de l'époque, dictée par la faculté de médecine de Paris, la maladie se transmet par l'air corrompu, les miasmes. On croit que l'air a été empoisonné par une conjonction astrale défavorable, ou par des vapeurs pestilentielles venues des entrailles de la terre. Alors, on se défend. Dans les cheminées, même par cette chaleur, on entretient des feux de bois aromatiques. On brûle du romarin, de la sauge, du laurier, de l'encens si l'on en a les moyens. L'air des pièces est lourd, piquant, presque irrespirable. Mais cette fumée est vue comme un bouclier. Les fenêtres qui donnent sur la rue restent closes le plus longtemps possible. On craint que le vent ne porte les exhalaisons des malades ou l'odeur des charniers. Lorsqu'il faut sortir pour aller chercher de l'eau à la fontaine publique ou acheter du pain, c'est une expédition militaire. On ne sort plus tête nue. On s'enveloppe dans des manteaux serrés, on se couvre la bouche et le nez avec des linges imbibés de vinaigre ou d'eau de rose. Les plus riches tiennent à la main des pommes de senteur, des boules d'ambre ou des éponges vinaigrées, qu'ils respirent goulûment dès qu'ils croisent quelqu'un. La rue parisienne, ce labyrinthe médiéval, est devenue un lieu de méfiance absolue. Autrefois, la promiscuité était la norme. On se bousculait, on se touchait, on s'interpellait. Désormais, chaque passant est un danger mortel potentiel. On s'écarte, on rase les murs. Si l'on croise une connaissance, on la salue de loin, sans s'arrêter, sans serrer la main. Le lien social physique est rompu. Le regard des gens est fuyant, cerné par l'insomnie et la crainte. On scrute le visage de l'autre cherchant les signes de la maladie. Une pâleur excessive, une toux, une démarche chancelante. Le sol de Paris, célèbre pour sa boue noire et collante, est plus sale que jamais. Les services de voirie, déjà sommaires en temps normal, ne fonctionnent plus. Les ordures s'accumulent devant les portes, attirant les rats et les chiens errants, vecteurs invisibles du fléau. Mais ce qui marque le plus, c'est l'odeur. Malgré les efforts individuels pour se parfumer, une puanteur douceâtre et écœurante flotte par nappes dans certains quartiers. C'est l'odeur de la maladie et de la mort qui stagne dans les ruelles étroites où l'air ne circule pas. L'approvisionnement en nourriture devient une préoccupation majeure.
Les marchés, comme celui des Champeaux aux Halles, fonctionnent au ralenti. Les paysans des alentours, effrayés par les nouvelles venant de la ville, hésitent à venir vendre leurs produits. Ceux qui viennent vendent cher. Le prix du blé augmente. Devant les étaux des bouchers ou des boulangers, les clients gardent leur distance. On ne touche pas la marchandise. On désigne du doigt ce que l'on veut. L'échange de monnaie est un moment critique. On tend les pièces de cuivre ou d'argent avec hésitation. Certains marchands disposent de petits bols de vinaigre dans lesquels les clients doivent jeter les pièces pour les désinfecter, avant qu'elles ne soient ramassées. La maladie elle-même est foudroyante, ce qui ajoute à la terreur. On peut se lever en bonne santé le matin et être mort le soir. Les symptômes sont connus de tous, on se les murmure avec effroi. Cela commence souvent par une fièvre brutale, des frissons, des maux de tête violents. Puis apparaissent les bubons, ces gonflements douloureux aux aisselles, à l'aine ou au cou. Ils sont noirs, durs, de la taille d'un œuf ou d'une pomme. C'est le signe de la condamnation. Parfois c'est la toux qui emporte le malade, une toux sanglante qui contamine tout l'entourage en quelques heures. Dans les maisons touchées, le drame se joue souvent à huis clos. Lorsqu'un membre de la famille tombe malade, la panique s'empare du foyer. Faut-il fuir et abandonner le malade? Faut-il rester et risquer la mort? Souvent, la solidarité familiale l'emporte, mais elle est tragique. On tente de soigner le malade avec des remèdes dérisoires. On perce les bubons avec des fers chauds, on applique des cataplasmes d'herbes, on fait boire de la thériaque, ce mélange complexe d'opium et d'épices censé tout guérir. Mais rien n'y fait. Les médecins, impuissants, se font rares. Ceux qui acceptent encore de visiter les malades le font à prix d'or, vêtus de longues robes, observant les urines à distance, prescrivant des saignées qui ne font qu'affaiblir les mourants. La ville se vide de ses élites. Le roi Philippe VI a quitté Paris, tout comme la cour et une grande partie de la noblesse. Ils se sont réfugiés dans leurs châteaux de campagne, espérant que l'air pur les protégera. Les riches bourgeois, les magistrats, les professeurs de l'université qui le peuvent, fuient également. Paris est livré au petit peuple, aux artisans, aux clercs et aux pauvres, qui n'ont nulle part où aller. Cette fuite des dirigeants crée un sentiment d'abandon. L'ordre public ne tient qu'à un fil. Le prévôt des marchands tente de maintenir un semblant d'organisation, mais ces hommes aussi meurent. L'un des lieux les plus terrifiants de la ville est l'Hôtel-Dieu, le grand hôpital situé sur l'île de la Cité, à l'ombre de la cathédrale Notre-Dame. C'est là que convergent les malades les plus pauvres, ceux qui n'ont pas de famille pour les veiller. Les religieuses augustines qui gèrent l'hôpital font preuve d'un courage surhumain. Elles accueillent, nourrissent et lavent les pestiférés, sachant pertinemment qu'elles signent leur propre arrêt de mort. La mortalité parmi le personnel soignant est effroyable. On raconte que les sœurs meurent si vite qu'il faut les remplacer plusieurs fois par semaine. À l'intérieur des grandes salles voûtées, l'air est irrespirable. Les lits sont partagés par 2 ou 3 malades, les vivants côtoyant parfois les morts pendant des heures avant que l'on ne s'en aperçoive. La gestion des corps devient le problème logistique le plus urgent. Au début de l'épidémie, on essayait de maintenir les rites funéraires traditionnels. La veillée, la messe, le cortège, l'enterrement individuel. Mais très vite, le nombre de décès dépasse les capacités du clergé et des fossoyeurs. En cette fin d'année 1348, il n'y a plus de cérémonie. Les prêtres eux-mêmes décimés ne peuvent plus administrer l'extrême onction à tous. On meurt sans sacrement, ce qui, pour l'homme médiéval, est une angoisse pire que la mort physique. C'est la peur pour le salut de son âme. Les rues voient passer les charrettes des morts. Ce ne sont plus des convois solennels, mais des ramassages hâtifs. Des hommes, souvent payés cher et recrutés parmi les plus démunis ou les criminels graciés, parcourent les quartiers en criant pour qu'on sorte les cadavres. Les corps sont descendus des étages, parfois enveloppés dans un simple drap, parfois nus si les vêtements ont été volés ou brûlés. On les empile dans les tombereaux. Le bruit des roues en bois sur les pavés, lourdement chargés, est un son qui glace le sang. Direction le cimetière des Innocents, le plus grand et le plus ancien de Paris, situé près des Halles. Ce lieu, habituellement un espace de promenade et de commerce où l'on trouve des écrivains publics et des lingères, est devenu un champ d'horreur. La terre, saturée, ne peut plus accueillir de tombes individuelles. On a ouvert de grandes fosses communes, de longues tranchées béantes. Les corps y sont déversés pêle-mêle, sans cercueil,
recouvert d'une fine couche de chaux vive et de terre. L'odeur aux abords du cimetière est telle que les habitants des maisons voisines tombent malades et meurent à leur tour. La terre elle-même semble rejeter les morts. Face à ce désastre, la réaction spirituelle est intense. Les églises, quand elles ne sont pas fermées faute de prêtres, sont pleines. On prie Saint-Roch et Saint-Sébastien, les protecteurs contre la peste. Des processions s'organisent, bien que certains les déconseillent pour éviter les rassemblements. On voit des pénitents pieds nus, un cierge à la main, marcher en chantant des psaumes, implorant la miséricorde divine. Ils contournent les murs de la ville, s'arrêtent au carrefour. La ferveur est mêlée de désespoir. On cherche un coupable. Si à Paris les pogroms contre les Juifs sont moins violents qu'en Allemagne ou en Provence grâce à la protection relative du roi, la méfiance est là. On accuse aussi les étrangers, les voyageurs, les mendiants. La Seine, artère vitale de la ville, continue de couler, indifférente. Mais son activité a changé. Les bateaux arrivent de moins nombreux. Les mariniers ont peur d'accoster à Paris. Pourtant, il faut bien que la ville mange et boive. Le bois de chauffage pour l'hiver qui approche arrive par flottage. Les débardeurs travaillent en silence sur les grèves, le visage couvert. On raconte que l'on voit parfois des cadavres flotter, rejetés par les égouts ou tombés des berges, dérivant vers l'aval, vers la Normandie. L'eau du fleuve, que beaucoup boivent encore malgré les fontaines, est suspecte. On préfère le vin, même coupé d'eau, car on pense qu'il fortifie le sang. Le soir, lorsque le soleil décline, une autre forme de peur s'installe. Paris, en 1348, est une ville sombre la nuit. Il n'y a pas d'éclairage public. Avec la peste, les rares lanternes des maisons sont éteintes tôt. Personne ne sort après le couvre-feu. La ville est plongée dans une obscurité totale. C'est le règne des voleurs et des pillards. Des bandes s'introduisent dans les maisons où tout le monde est mort pour voler ce qui peut l'être. Vaisselle, vêtements, outils. Ils n'ont pas peur de la contagion, ou leur avidité est plus forte que leur peur. On entend parfois des cris, des bruits de lutte étouffés, mais personne n'intervient. Chacun se barricade chez soi, poussant les lourds verrous de fer. L'intérieur des maisons bourgeoises tente de maintenir une illusion de normalité. On joue aux dés, on lit des romans de chevalerie pour oublier. Mais la conversation revient toujours au même sujet. Qui est mort aujourd'hui? Le drapier du coin de la rue? La lavandière? Le notaire? La mort a effacé les hiérarchies sociales. Elle frappe aussi bien dans les palais de pierre que dans les masures de torchis. Le deuil est omniprésent. Il n'y a pas une famille qui n'ait perdu un père, une mère, un enfant. Les vêtements noirs ou sombres sont de rigueur. L'université de Paris, la Sorbonne, est paralysée. Les cours sont suspendus. Les étudiants, venus de toute l'Europe, sont pour beaucoup repartis chez eux, ou sont morts dans leur chambre mansardée du quartier latin. Le savoir est impuissant. Les grands maîtres ont beau citer Aristote et Galien, ils n'ont aucune réponse pratique face au bubon. Cette faillite de la science et de l'Église à expliquer ou arrêter le fléau commence à semer un doute profond dans les esprits, une fissure dans la certitude médiévale qui aura des répercussions bien plus tard. Pourtant, au milieu de l'hécatombe, la vie s'accroche avec une obstination farouche. On voit des mariages célébrés à la hâte, comme pour défier la mort, pour assurer une descendance avant qu'il ne soit trop tard. Des veufs épousent des veuves. On rédige des testaments en urgence. Les notaires, assis sur le pas de leur porte pour ne pas entrer dans les maisons infectées, recueillent les dernières volontés criées depuis une fenêtre ou un lit. Les héritages se transmettent à une vitesse vertigineuse, des fortunes changent de main en quelques jours. Parfois concentrées sur un seul survivant qui se retrouve riche mais seul au monde. Les animaux domestiques et d'élevage errants dans la ville ajoutent au chaos. Des chevaux dont les maîtres sont morts galopent dans les rues. Des vaches ou des cochons, échappés des arrière-cours, cherchent de la nourriture. Les chiens, redevenus semi-sauvages, forment des meutes. On commence à les abattre, craignant qu'ils ne propagent le mal, ce qui est une erreur tragique, car cela laisse le champ libre aux rats, véritables hôtes des puces porteuses de la peste, bien que personne ne le sache encore. L'hiver 1348 arrive enfin. Le froid s'installe sur Paris. C'est, paradoxalement, une bénédiction. Les températures basses engourdissent les puces et les rats, ralentissant la transmission. La mortalité commence à décroître très lentement.
Les bûchers brûlent dans les rues pour purifier l'air, alimentés par les vêtements et les paillasses des morts. La fumée âcre du bois et de la laine brûlée remplace l'odeur des charniers. Ceux qui ont survécu à l'automne regardent autour d'eux avec incrédulité. La ville est transformée. Des quartiers entiers sont silencieux, fenêtres closes. On estime qu'à la fin de l'épidémie, près d'un tiers, peut-être la moitié de la population parisienne a péri. Il y a des maisons vides, des ateliers sans artisans, des boutiques sans marchands. La main-d'œuvre manque cruellement. Les survivants, conscients de leur rareté, commenceront bientôt à exiger de meilleurs salaires, bouleversant l'économie féodale. Mais pour l'heure, en cette fin d'année 1348, le Parisien est un survivant traumatisé. Il a vu l'enfer sur terre. Il a vu l'ordre social s'effondrer et la nature humaine se révéler dans ce qu'elle a de plus sombre et de plus héroïque. Il a appris à vivre avec la mort comme compagne quotidienne. En marchant aujourd'hui sur le parvis de Notre-Dame ou dans les rues du Marais, il est difficile d'imaginer ce silence de mort, brisé seulement par le grincement des charrettes et le glas. C'est pourtant sur ces pavés que l'humanité médiévale a affronté sa plus grande épreuve. La ville se relèvera, elle se repeuplera, elle oubliera même, car la vie reprend toujours ses droits. Mais dans la pierre de Paris, dans ses fondations, demeure la mémoire invisible de cette année terrible où le ciel semblait s'être fermé et où les hommes, impuissants, regardaient de mourir leur monde.